Donc rapidement, pour ma part, la première chose que je souhaitais vous dire, c'était de remercier tous les étudiants qui avaient été là avec nous, parmi nous, pendant ces 2 jours. Donc des étudiants évidemment de l'IFEPSA que je connais bien, mais on a aussi des étudiants du Mans qui sont venus, des étudiants de Brest qui sont venus, des étudiants de Limoges qui sont venus. Donc ça nous a fait très plaisir de vous accueillir ici. Et on espère qu'à travers ces 2 jours, eh bien, vous avez appris quelque chose et que vous avez peut-être aussi compris comment un historien travaille, comment on réfléchit. Et donc peut-être comment on attend que vous travaillez dans vos copies d'écrivains. C'était le deuxième message. En effet, un petit peu qui se coule. Il y en avait de Rennes aussi. Oui, oui, oui. Ah oui, le NS, pardon, le NS. Non, il l'aurait dit, Jean-Nic, sur le NS. Voilà, donc remerciements à vous tous d'avoir suivi ces 2 journées. Et surtout à vous d'être restés jusqu'à la fin, puisqu'il y a dans le pari de départ quelques-uns d'entre vous qui ont tenu jusqu'à maintenant. Pour recadrer un petit peu les choses, l'idée de faire ces journées d'études, pour être très honnête avec vous, elle est née en retour de Vichy avec Jean-Nicolas. On était tous les deux dans la voiture. Il n'était pas encore parti sur Tours en se perdant, mais ça, c'est une autre question. Et en fait, on faisait un bilan assez étonnant de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans les copies du CAPES? Mais pourquoi ils nous font toujours systématiquement Pujade Renaud qui a fait l'expression corporelle et Le Boulge qui a fait sa psychocinétique. Et enfin, Ouf par le bas a fait des jeux traditionnels. Enfin, on a un grand 2 avec une nuance, c'est super. Et donc, on était désolé de voir systématiquement ces parties-là. Et là, on se dit, tiens, si on faisait une journée d'études sur les acteurs, ah oui, ça pourrait être sympa. Ah tiens, est-ce que ça intéresserait des étudiants? Ah oui, peut-être, on pourrait tenter. Donc c'est né vraiment dans la voiture, là, quand on repose un petit peu le contexte intellectuel, vraiment sur une petite désolation de nous deux, d'avoir vu que la Ve République commençait en 1881, d'avoir vu que, ou alors en 1981. Voilà. Donc on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer les niveaux des copies du CAPES? Voilà. Donc c'est né comme ça. Je remercie eh bien, Philippe Maté de nous avoir fait confiance quand on lui a exposé un petit peu ce projet, parce que sans lui, évidemment, rien n'aurait pu avoir lieu. Il a cru en fait en cette idée qu'on avait eue dans la voiture entre Tours et Angers. Je voulais remercier évidemment aussi Viviane Veillon et Sophie Forest qui m'ont vraiment aidé dans la mise en place de ces journées d'études. Sans elles, enfin, vous voyez pas parce que c'est toujours derrière, toujours derrière, fantôme quelque part dans l'ombre. Mais elles ont vraiment travaillé à vous accueillir, à faire tout ce qu'il y avait à réaliser pour que l'accueil soit fait dans les meilleures, en tant que tel, dans les meilleures conditions. Je voulais remercier aussi évidemment notre laboratoire d'appartenance à Jean-Nicolas et moi, qui est le VIPS 2 de l'Université de Rennes 2, qui là aussi nous a fait confiance après quelques discussions sur l'intérêt de cette journée d'études. Et enfin, mais je l'ai déjà dit, je vous remercie vous les étudiants et je remercie aussi Adrien qui nous a aidés dans la mise en place le matin à l'accueil de cette journée d'études. Voilà. Donc je vais à présent passer la parole à Jean-Nicolas qui a le difficile projet de vous résumer en 2 pages et demie, synthétiser. Il va faire cet exercice de synthèse de ces journées d'études. Ouais, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Donc, je m'inscris totalement dans ce qu'a déjà évoqué Doriane. Oui, donc l'objectif de cette synthèse, je dirais, elle est simple et compliquée à la fois, dans le sens où en fait tout le monde est déjà parti dans sa tête, donc je pourrais presque dire n'importe quoi, que voilà, c'est déjà le week-end. Mais malgré tout, on va essayer de faire ça bien. Et donc finalement, l'idée, c'est de voir un petit peu la synthèse, la concentration d'un petit peu tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui et de l'organiser d'une manière un petit peu synthétique, effectivement. Donc, je vais réduire les 8 pages que j'ai écrites en plus court. Donc, en fait, le premier point, finalement, c'est quand on regarde ces 2 journées, c'est une somme, et le travail justement de présentation des historiens vous le permet, de vous rendre compte du nombre d'heures, du nombre d'archives, du nombre d'analyses, etc., tout ce qu'il y a derrière la fabrication d'un article, d'une réflexion, d'une pensée. Et ça, c'est quelque chose qui semble intéressant à mettre en avant, et la difficulté de la diachronie, le croisement des espaces d'expression de la discipline, etc., qui renoncent à des choix. On voit qu'il y a des choix qui sont faits. Et les choix qui sont faits dans les présentations, vous voyez bien que c'est des renoncements très très durs pour les chercheurs. La preuve, c'est qu'ils dépassent tous leur temps de présentation. C'est que finalement, ils ont renoncé, mais pas totalement. Voilà, ils se battent encore contre ces éléments-là. Donc la proposition que je vous fais ici, c'est d'essayer de concentrer, de réunifier toute cette pluralité
d'éléments. Et le premier élément sur lequel j'ai voulu travailler la pluralité, c'est vraiment la personnalité, les individus. L'entrée finalement par ces acteurs, elle a finalement réduit toute une partie de surévaluation du général, de cette grande histoire collective, en faisant que chaque auteur a eu sa place spécifique, son temps, a eu le temps de s'exprimer et a obtenu une visibilité égale à celle de ses confrères, de ses consoeurs, etc. Et donc, quelque part, on a arasé un effet de renflement, de gonflement de certains points par rapport à d'autres, et on a pu trouver une expression plus juste. Tous ces éléments-là, qui participent à l'individuation du regard, merci, elle devient aussi dans l'exercice possible parce que par leur travail d'archives, par leur travail de recherche, par les choix opérés, ils ont donné ce que donc les frères Rugeday appellent la vivance à l'intérieur de leurs travaux. Et à partir de ce moment-là, on a cette matière, on a cette matérialité qui va permettre de passer à un deuxième point et dépasser le premier sentiment d'impossible unité qui concerne la pluralité de ces acteurs, c'est-à-dire l'idée de pouvoir les comparer, de les mettre les uns à côté des autres, sans les confondre pour autant. Donc la première pluralité était celle de l'ordre de l'individualité. La deuxième pluralité, c'est de l'ordre de la spatialité. La majorité des études s'inscrit au plan local, vous l'aurez remarqué, quelquefois au plan international, mais à chaque fois, le filtre d'analyse a été plutôt l'échelle nationale. On s'est retrouvé avec tout le monde qui venait le placer à ce niveau-là. Même si on a vu avec Benoît Caritet, Jean-Jacques Dupont sur Méran, avec les traducteurs de la FSGT qui déploient un petit peu vers l'international, si on a vu les travaux d'Yvon Morizur avec le Brésil, si on a vu le côté de Blaise Desplechin en direction de la Suisse ou de l'Italie, etc. Mais malgré tout, le centre d'analyse restait celui-ci. Ensuite, ça rentre en écho avec un deuxième point de spatialité qui est celui de l'internalité ou de l'externalité. Et celui-ci, l'internalité ou l'externalité, c'est véritablement par rapport à ce qui fait sens sur cette journée d'études, c'est celui de la discipline. Donc on est dans un espace singulier qui est celui de la discipline de l'éducation physique avec comme référence. Et cette spatialité disciplinaire, on l'a bien retrouvée dans la dernière présentation de Natalia, Tony et Michael, avec toute la déclinaison de la discipline et de sa structure et de l'endroit où il se retrouvait mis en œuvre. Pour autant, que ce soit dans le national, le local, que ce soit au niveau disciplinaire, il y a eu ce que Dorian Gomet et Thomas Bauer ont appelé une circulation. C'est quelque chose, un déplacement à l'intérieur de ces éléments-là qui amène à des ruptures biographiques pour mettre en visibilité des postures comme autant d'interactions avec des réseaux, des hommes et des institutions, pouvant aller jusqu'à l'incompatibilité entre ces institutions. On l'a vu avec le cas de Maurice Baquet en l'occurrence. Parfois aussi, ce sont des liens entre les hommes que l'on retrouve, et ça, c'est ce qu'on a vu avec la présence de Christian Chartier, par exemple, qui faisait le lien entre Le Boulch et Serin. Et donc, ça éclaire un troisième espace dans notre appréhension de cette synthèse, c'est celui des interfaces. En fait, ce qui va être intéressant, ce sont les lieux, ce sont plutôt davantage les interfaces, mais on y reviendra. Parce que ces espaces, ils ne font pas que coexister. Parfois, ils interagissent de manière explicite ou implicite, voire même ils se rejettent l'un l'autre. C'est le type de relation spatiale qui altère surtout la capacité d'expression des femmes, telle qu'on l'a vu dans le cas de Lisa Walter, Lise Cardin et Jean Saint-Martin avec Marie-Thérèse Ekem, et qui rappelle l'idée d'une impossible histoire des femmes de Michel Perrault, en considérant la distinction des sexes, etc., sur lequel Loïc Zerdaély est revenu, où on voit la relégation de René Zorro dans l'imaginaire presque, ou dans la mémoire de son propre mari. Pour autant, on identifie aussi une posture singulière selon les origines des acteurs en termes de premier et de second degré. Donc ça, ce quatrième lieu de différenciation spatiale, il est dans l'espace institutionnel qui est
concomitant de l'espace disciplinaire, vous l'aurez replacé vous-même. Ces instituteurs sont extrêmement particuliers dans la dynamique de ces 2 journées. On a vu bon nombre de cas qui rappelaient ceci, donc Listello avec Yvon Morizur, Serin avec Pierre-Alban Lebec, Jean Le Tessier avec Johan Fortune, Méran avec Michael également. Voilà, toute cette position qui concerne aussi le principe de méritocratie et de l'ascenseur social qui se retrouve un peu plus tard dans les idées et dans les conceptions de l'éducation physique. On l'a vu avec Georges Hage et Guillaume Dupuy. Donc cette dynamique méritocratique semble avoir surtout joué dans le cadre de l'ascension. Une orientation quelque part de ce 4e espace, c'est celui qui est orienté en direction du mérite. Et cette orientation en direction du mérite, elle est assez intéressante lorsqu'on regarde que le seul cas de déclassement, celui de Claude Puget-Renaud, l'a finalement fragilisé. C'est quelqu'un qui s'est placé dans une orientation inverse de celle de la trajectoire de sa famille, puisqu'elle a cassé quelque part les codes. Elle s'est retrouvée dans une forme de contresens. Voilà, elle a navigué à contresens. Je passe ça. Fallait citer tout le monde, hein. Donc normalement... Donc je vire les Byzantins, c'est ça? Ils se sont barrés. Non, en fait, l'un des points qui va fonctionner aussi là, c'est la logique de trajectoire. Et finalement, non, je renonce à trajectoire et je reprendrai plutôt le terme d'itinéraire tel que l'a évoqué Yvon Morizur en ce sens, puisque l'itinéraire enlève le côté balistique finalement qu'à la trajectoire. Et ce côté balistique de la trajectoire, et on l'utilise uniquement parce qu'il s'agit d'une rétrodiction de la réalité à partir du point de vue où l'on est. On regarde le point d'arrivée et on estime comme si c'était essentialisé, comme si le point de départ était logique, était automatique. Or, vous avez pu remarquer à travers ces différentes activités, différentes présentations, que non, il y a des confluences, il y a des hasards, voilà, tout ça interagit et transforme radicalement cet élément-là. Et on a donc des réflexions sur la genèse des mouvements qu'on a bien vu avec Pierre-Alban Lebec et qu'on sort sur Serin, qu'on a vu avec Willy Hugdet et co. Bon, j'avais dit que je parlais plus des Byzantins parce qu'ils s'étaient barrés. Et souvent, c'est un des éléments qui a été assez présent malgré la fameuse vindicte de Christian Vivier en entrée à propos des frises. On a bien vu que malgré tout, il y a une forme d'intelligibilité à présenter une histoire en commençant par une frise. Tout simplement parce que au début, il y a un terreau, il y a un terrain sur lequel la personne se construit, mais qui n'a pas encore de sens par rapport à notre étude, et que on le présente ici comme soubassement. Et à un moment, tout d'un coup, l'étude, le regard que l'on porte, se cristallise et devient cet objet qui vous a été présenté aujourd'hui. Mais on ne sait pas à quel moment, finalement, l'objet se construit. Voilà, il y a toujours une zone tampon entre l'essentialisation et la réalité. Et donc, ce qui va faire sens, c'est la logique de compréhension. Qu'est-ce qu'on veut essayer de chercher? Qu'est-ce qu'on veut avoir comme problématisation? Et ça, c'est les objets, comme la fatigue. Julien Crière l'a évoqué. La fiche médicale pour Yacine Tagerie. La raison scientifique pour Blaise Desplechin. La santé pour Jean-Jacques Dupont et Cyril Polycarpe ou Yvon Morizur. Le mouvement syndical pour Jacques Glaise ou Yvon Morizur pour l'autre cas. Voire les pratiques physiques si on compare Méran ou Jacques Persson par l'intermédiaire du basket ou Yvonne Derette et Marie-Thérèse Ekem avec la danse. Donc on voit qu'il y a des points d'entrée qui redonnent du sens et qui agencent la pluralité des espaces pour rendre l'ensemble intelligible. Alors j'ai une troisième pluralité, vachement plus rigolote, qui est celle du temps. Parce qu'on fait la diachronie, on fait la transformation. Et comme le dit saint Augustin, donc dans les Confessions numéro 11, ça doit être de 1066 ou 1067 de tête, il y a toujours une triplicité du présent. Est-ce que le présent existe
au moment où il se fait, au moment où on le raconte ou au moment où on s'en souvient. Et finalement, c'est dans les itinéraires, je vous ai dit que c'était plusieurs temps qui se juxtaposaient, et bien finalement, on a toujours cette triplicité qui est là. Mais finalement, je sautais une demi-page. Ce qui va à un moment apparaître, faire se cristalliser l'objet qui vous a été présenté au-delà de l'individu. Parce que le projet qu'on avait soumis à nos collègues, ce n'était pas de nous présenter des auteurs, ce n'était pas de nous faire la vie, ce n'était pas des biographies, c'est d'aller chercher les conceptions par-delà l'auteur. Et c'est là que ça prend du temps. Et c'est là que le bourgeon, en fait, s'épanouit et on est capable de le voir se construire. Mais à ce moment-là, on le capte par l'éclat de sa très cohérente visibilité. Parce que visibilité, c'est le terme clé, finalement, sur lequel on pourrait uniformiser l'ensemble de ces travaux. Parce que la visibilité, comme dit Pascal Horry, il n'y a pas de réel, il n'y a que des effets de réel. Et que c'est dans la visibilité que cet effet de réel apparaît aux yeux du chercheur. On a par exemple, lorsque Gilbert Rougier obtient la chaire de biologie en 1961, un premier élément de visibilité dans les différents espaces que j'ai évoqués naguère. Pour Listello, c'est la Lingüiade au Brésil de 49, mais je crois que c'est le même avec Lingüiade de Marie-Thérèse Ekem, où c'est 61, c'était peut-être 49, ouais, mais enfin, je sais que voilà, la Lingüiade, c'est aussi un élément de visibilité pour plusieurs personnes. On a aussi, sur cette idée de visibilité, quelque chose d'assez important, c'est celui de la presse. Alors la presse spécialisée, on a vu pour les stages Maurice Baquet un certain nombre d'éléments. On a vu le bulletin de l'idée pour Christian Chartier, Sport et Société pour Jacques Persson, les cahiers scientifiques de l'EP pour Le Boulch. Et voilà, on a un ensemble de presse qui sont des moments de cristallisation, de mise en visibilité dans un espace donné qui est celui de la discipline ou un sous-espace qui est assez singulier. Mais on a vu également la presse généraliste avec Le Figaro, etc. Et puis bon, bien sûr, j'ai oublié la revue EPS qui a été l'un des piliers de cette présentation-là. Alors, le dernier élément aussi, non, mais j'y suis presque. C'est finalement les textes officiels. Alors j'avais écrit, c'est assez étonnant, mais ils ne sont quasiment jamais cités jusqu'au moment où, juste pour m'embêter, on a véritablement cette logique. Parce que c'est peut-être, pour reprendre les mots de Jacques Glaise, les textes officiels, enfin les instructions officielles ne sont pas des éléments consensuels, mais de non-dissensus, et qu'à partir de ce moment-là, ça réduit de fait la logique de visibilité de tel ou tel phénomène, puisqu'il s'agit de répartir la lumière sur l'ensemble des acteurs. En plus de ces effets de visibilité, sur lesquels on a véritablement mis des acteurs, on a aussi des contrepoints. On a des personnages de l'ombre. On a vu Iriat Borde, par exemple, avec Jean-Jacques Dupont, mais aussi donc, Loïc Zerdaïli, décidément, Natalia Tony, Michael, et sur les femmes d'eux, finalement, qui ont une visibilité qui leur sont interdites. Alors on a aussi l'inverse des gens qui ont une survisibilité, comme un mythe. Et là, on reprend le travail de Michael Attali avec une visibilité qui pourtant est supportée par une fragile matérialité conceptuelle. Mais pour autant, ça passe. Et on a un impact qui est disproportionné. À l'inverse, on a l'inimpact presque, une visibilité, mais avec une fragilité structurelle, telle que Karine Erard nous l'a proposé, avec Claude Pujade-Renaud et Sylvain Ferrez, j'ai oublié, qui est également disproportionnée. Cette visibilité se joue en fait de la réalité, en la démultipliant ou à la confinant. C'est-à-dire qu'on a un effet de réel, mais qui est totalement distinct de la réalité. Et donc, l'un des points qui est relativement intéressant dans tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui et hier, c'est que finalement, ces temps de visibilité, d'extrême visibilité, créent des conditions, un point d'entrée dans l'espace-temps de chaque auteur.
Donc, en fait, c'est en ayant conscience de cette limite entre fusion de l'être dans sa visibilité complexe et confusion dans une incarnation simplifiée, mais tellement plus accessible, que nous levons une première barrière épistémologique entre l'histoire et la mémoire. Je reprends au sens de Christophe Prochasson dans L'Empire des émotions en 2008, entre l'homme et le mythe, entre l'éclat et la lumière, et entre l'effet de réel et la croyance en une réalité saisissable. Merci. Je vais passer la parole à Philippe Maté pour conclure véritablement ces journées d'études comme il les a ouvertes il y a 2 jours de cela. 36 heures, à peine. Donc comme j'ai 47 pages, on va commencer tout de suite. La première, elle est consacrée à une information très technique, c'est-à-dire les productions, les échanges seront mis en ligne. Et pour les étudiants, référez-vous dans vos copies à cette mise en ligne de manière à donner du poids à vos arguments. Voilà, ça c'est fait pour la première page. Page 2. Pour ceux qui me connaissent, il y a 2 mots-clés qu'ils ont entendus dès leur arrivée à l'IFEPSA. C'est gourmandise et on n'apprend pas seulement dans les cours. Vous en avez eu là un superbe exemple et j'espère que vous en avez profité totalement au cours de ces 2 journées. Alors, j'ai vraiment des remerciements à faire, mais je ne vais pas le faire comme ça. On peut encore vous inviter. Et on a envie de vous inviter. Vous inviter parce que vous réussissez ce que vous ne parvenons pas nécessairement à faire au quotidien, à savoir surprendre, interpeller, capter. Tous les étudiants, je pense que en témoignent au cours de ces 2 journées. Donc vous inviter pour mieux les mobiliser et faire en sorte que cette gourmandise elle soit satisfaite et que effectivement apprendre autrement augmente encore la capacité à se former. Vous inviter pour le plaisir de vous accueillir, ça, à chaque fois ça fait beaucoup de bien et beaucoup de sourires. Vous inviter enfin pour vous donner un prétexte supplémentaire à faire votre métier, faire émerger les savoirs. Merci beaucoup, à très bientôt.